Laura Vigo, Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour être ici. C'est vraiment fantastique de voir combien de gens sont intéressés à Pompéi. Pas oui, moi, j'espère. oui, oui, les deux, Pas les deux. trop, low profile. Alors, je me permets de regarder mes notes pour dire tout ce que Mme Vigo fait. Elle est conservatrice de la collection de l'art asiatique au Musée des Beaux-Arts. Elle est archéologue et elle est commissaire de l'exposition de Pompéi au Musée des Beaux-Arts. Alors, Voilà. grâce à cette exposition, le musée va renaître de ses cendres et grâce à eux, faire renaître de ses cendres Pompéi. Alors, pouvez-vous nous dire, Laura Vigo, tout de suite, bon, c'est une exposition sans précédent. On sait combien Pompéi fait rêver les gens. Qu'est-ce qui a fait que le Musée des Beaux-Arts présente maintenant cette exposition à Montréal? Ben, alors, en fait, ça faisait déjà quand même un beau temps qu'on essayait d'avoir Pompéi, dans le sens qu'il y avait dans l'air, surtout parce que c'est une exposition qu'on a vue à l'étranger, qu'il était quand même de grands succès, hein, en parlant par exemple le musée britannique qu'il avait fait en 2011. Et donc, on avait besoin certainement d'une exposition qui attirait beaucoup de gens, qui était intéressant et passionnant, et en même temps peut nous donner la chance pour toutes les équipes du musée de pouvoir travailler à quelque chose d'autre, parce qu'on avait quand même l'ouverture du nouveau pavillon. Donc, l'ouverture du nouveau pavillon, c'est pas seulement ouvrir les portes, comme vous pouvez bien imaginer. Alors, il y a toutes sortes d'équipes, toutes les départements du musée sont en fait très engagés dans ce sorte de grands movies des collections, en incluant nous, des collections de culture du monde. Donc, on avait vraiment besoin d'une exposition qui était là pour plusieurs mois pour permettre justement à tous les autres de pouvoir travailler à quelque chose d'autre. Okay? Alors, principalement, ça c'était la raison. Deuxièmement, on a eu la chance que le Royal Ontario Museum à Toronto était en fait envisagé d'avoir une exposition Pompéi plus ou moins en même temps. Alors, on a justement rejoint les forces et on a décidé de faire un partenariat avec eux. Donc, ça a commencé, je pense, à peu près en 2012, avec la première, justement, discussion du projet. Et en fin 2014, moi et les conservateurs d'archéologie gréco-romaine Royal Ontario Museum, Paul Denis, on est allés à Naples pour négocier la liste d'artefacts. Alors, à ce moment-là, on avait quand même une liste préliminaire qui s'était faite plus ou moins inspirée par des autres expositions qui avaient eu lieu dans les passés récents. En incluant la dernière exposition au Canada, c'était en 2005. C'était une exposition qui a voyagé un peu partout en Nord-Amérique et qui a été à Ottawa, un musée de civilisation, à ce moment-là était appelé, et qui était organisée pour la surintendance de Naples, le musée archéologique, je m'excuse, la surintendance de Pompéi et le Musée national archéologique de Naples, qui à ce moment c'était la surintendance de la Campania. Alors, il change de nom chaque 6 mois, alors il faut les suivre. C'était un fait à ce moment-là qu'on a eu vraiment l'occasion pas seulement de rencontrer les directeurs, les gens qui travaillent dans les sites, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il y avait dans les réserves et surtout avoir aussi un aperçu pas plus ample, aussi vaste, de tous les reliques qui viennent de Pompéi. Hein. Vous pouvez seulement vous imaginer que le Musée national archéologique de Naples, en fait, c'est le plus grand repository, le plus grand dépôt des reliques pompéiennes et vésuviennes au monde, évidemment. Et c'était en fait, au début, c'était la collection royale borbonique. Et ils ont presque 400 000 reliques, artefacts. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a beaucoup qui sont encore dans des boîtes. Et en parlant avec les registraires de Naples, il me disait, oh, voilà, on a des boîtes de choses et on n'a pas les personnels, le staff pour les sortir des boîtes. Je dis, oh, je peux venir faire un tour aussi à Naples. Alors, à ce moment-là, vraiment, on a presque
on a fait vraiment la liste et on a commencé à négocier, surtout parce que le Royal Antwerp Museum était vraiment plus intéressé à voir un grand nombre de plâtres, de moulages, tandis que pour moi, personnellement, en étant italienne, j'ai vécu Pompéi plusieurs fois. J'étais beaucoup plus intéressée aux artefacts qui venaient de la zone vésuvienne et raconter l'histoire des vivants plutôt que des morts. Alors, on avait déjà quand même une perspective plutôt différente. C'était aussi vrai que le Royal Antwerp Museum, ils ont un différent public. Et eux, ils sont beaucoup plus children-friendly, comme on dit. C'est un musée qui a aussi une grande collection de dinosaures, tout ça. Donc, c'est évident que leur target était beaucoup plus, je dirais, jeune. Tandis que nous, on avait vraiment comme mission d'avoir aussi des œuvres d'art qui nous expliquaient beaucoup plus sur la vie, pas seulement sur la vie aussi, mais sur l'esthétique, en fait, des Romains de cette époque. Alors, on reviendra tout à l'heure, en toute fin, sur ce qu'on peut voir. Alors, c'est très difficile quand on n'a pas de visuel à montrer. Le seul que je peux vous montrer, c'est la pochette de presse. Profitez-en bien. Mais pour le reste, on vous invite à aller au musée, mais on reviendra quand même un peu sur les 220 objets, artefacts et tout qu'on peut voir au musée. Qu'est-ce qui vous a amené à Montréal, si c'est pas indiscret? Non, en 2 minutes, hein? 2 minutes. Non, mais au musée disons Musée voilà, des Beaux-Arts de Montréal. Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'était un fait. Moi, j'ai fait tous mes graduate studies, tous mes études supérieures, on dirait, doctorat, maîtrise en Angleterre. Donc, j'ai vécu 12 ans à Londres. C'est là que j'ai rencontré mon mari qui n'est pas canadien. Il est cubain, mais on s'est rencontrés en faisant le doctorat. Il faisait tout à fait une autre chose. Il était immunologue. Et à un moment donné, il a reçu une offre de travail ici. Il travaille pour l'Agence mondiale antidopage. Maintenant, ça fait déjà 9 ans qu'on est à Montréal. Et donc, on a décidé, évidemment, c'était une grande opportunité pour lui. Et moi, j'ai dit, OK, Canada, ce n'était pas dans ma liste des pays, mais c'est évident que pour une famille, c'est un pays, c'est tout à fait un pays paisible. Alors, on a pris tout, les valises, comme on dit en italien, baracca burattini, et on est venu ici. Et à un moment donné, au début, c'était quand même difficile pour moi parce que personnellement, je ne parlais pas français. Je parlais déjà 4 langues, mais tous les travaux qu'il y avait disponibles étaient toujours bilingues, quoi, anglais, français. Alors je me suis mis tout à fait à étudier très vite les français. Et j'ai envoyé mon CV parce que j'ai vu que la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal incluait aussi une collection d'art asiatique, parce qu'en fait, mon PhD, c'est en archéologie chinoise. Hein? C'est pas tout à fait archéologie romaine. Et voilà, Nathalie était en fait, elle cherchait quelqu'un qui s'occupait justement pour s'occuper de la collection d'art asiatique. C'est une collection historique, en fait, au musée, d'à peu près 6000 pièces. Donc, c'est pas tout à fait une chose petite, hein. Et rien, j'ai commencé à travailler avec eux. Ça fait combien d'années, donc? Ça fait quand même de 2009. Hein? Alors, et en fait, la première exposition que j'ai supervisionnée, on dirait, c'était justement l'armée de terre cuite. Oui. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, et ça, c'était un rêve quand même pour moi, parce que c'était plus ou moins aussi la période de ma spécialité. Okay. Alors, c'est ça. Alors, c'est la chance. Et c'est l'amour, je dirais. C'est la famille, c'est beaucoup de choses qui m'ont emporté ici. Tant mieux pour nous. Je suis très contente d'être ici, c'est évidemment bon. Mais le côté archéologue, est-ce que vous avez déjà exercé comme archéologue? Et moi, en fait, je suis une archéologue théorique, dans le sens que ma thèse de doctorat était sur les pratiques d'analyse archéologique. En appliquant ça sur les sites archéologiques en Chine. Okay? Mais j'étudiais l'archéologie classique aussi. En plus, je suis grandie en Italie et j'ai fait toutes mes études jusqu'à l'université en études classiques. J'ai fait latin. J'étais en latiniste folle. J'étais vraiment... Et en fait, mon rêve de toute la vie, c'était d'être une archéologue romaine, une archéologie romaine. C'est mes parents qui disaient, non, il ne faut pas, il n'y a pas de travail.
c'est pas un bon job. Il y a milliers d'archéologues en Italie, il n'y a pas de sous pour le bien culturel. Tu vas être vraiment très frustré. C'est vrai, j'ai vu tous mes collègues en Italie sont très frustrés à un moment. Mais je suis revenue au point de départ. Hein. Je suis allée à Pompéi la première fois, j'avais 8 ans. Alors, c'était là que j'avais comme les moments de j'ai dit, oh, je vais être un archéologue. C'est en allant à Pompéi? Oui, c'est incroyable. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais avez-vous quand même fait des fouilles? Je suis allée dans des fouilles en Chine, mais en Chine, à ce moment-là, de faire des fouilles, c'était pas facile. C'est pas comme l'Europe, qu'il y a des joint ventures avec des universités. Pour la Chine, à cette époque-là, c'était plutôt, on pouvait observer, mais on ne pouvait pas fouiller de toute façon. Mais c'était le fun parce que j'étais intéressée surtout à comment on appelle, les momies, oui. qui ne sont pas vraiment des momies, mais dans l'Asie centrale, et donc à toutes sortes d'échanges entre Occident et Orient. Je ne veux pas aller dans ce domaine maintenant parce qu'on est dans Pompéi, mais oui, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Ouais. J'ai déjà entendu dire pour des volcanologues qui, par exemple, donnaient des conférences et justement, au même moment, il y avait une éruption à quelque part. Et là, ils regrettaient quasiment d'être avec nous en disant « J'aurais aimé ça être sur le site au moment où il y avait une éruption ou quelque chose. » Je ne pense pas que je voudrais être à Pompéi au moment de l'éruption. Non. Entendons-nous, c'est parce qu'ils auraient voulu quand même vivre la chose sur place, prendre des photos, être là. Oui. Vous, est-ce que quand vous entendez parler, et il y en a eu dernièrement encore, des fouilles qui ont été faites, pas nécessairement à Pompéi, mais ailleurs, est-ce que votre cœur bat un peu plus vite? C'est certain. Mais évidemment, comme archéologue plus théorique, comme je disais avant, je suis intéressée aux artefacts, comment ils sont placés dans les tombeaux, quelles sortes de spéculations en fait intellectuelles on peut faire sur les objets qu'on retrouve. J'aime le dirt, mais j'aime beaucoup plus ce qui sort de... Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, à Pompéi, il y a encore des fouilles archéologiques qui se font? Ils font certaines fouilles sur la stratigraphie inférieure, dans le sens qu'ils sont en train de visionner, d'analyser les passés de Pompéi avant 1979. Donc, il y a certaines joint ventures avec, par exemple, des universités anglaises, comme Cambridge et Oxford, qui font des fouilles sur la stratigraphie qui pertient à l'âge du bronze. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais Pompéi était quand même une ville ancienne. Au moment de l'éruption, ça faisait déjà quand même, probablement été établi entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Oui. Alors, il y a beaucoup d'histoires passées dans Pompéi qui n'étaient pas encore visionnées, pas encore analysées. Et donc, c'est dans ces cas-là. Donc, les fouilles comme telles sont tout à fait confinées à des endroits où c'était déjà excavé. Pompéi comme telle, c'est une ville d'à peu près 66 hectares de grandeur et seulement 2/3 de Pompéi a été excavé. En 1977, le gouvernement italien a officiellement arrêté les excavations, les fouilles archéologiques à Pompéi. Donc, de ce moment-là, et après avec les tremblements de terre de l'Irpinia en 1980, ils ont décidé que c'était beaucoup plus impératif pour Pompéi de se préserver. Alors, tous les efforts des archéologues sont sur la préservation et la conservation des sites, plutôt que dans les fouilles. Dans les tiers qui n'étaient pas excavés, qui encore, vous voyez, il y a des poppy flowers, c'est vraiment très bucolique. Mais en fait, le problème majeur, c'est le problème hydrogéologique, parce que c'est une arrêt qui est très difficile à contenir, à confiner et à protéger des agents climatiques. Parce qu'il y a beaucoup de la pluie, premièrement, les tremblements de terre. Alors, et le bradisisme, parce que c'est un arrêt où il y a, les terrains bougent.
Le terrain bouge. L'auteur du terrain bouge de 2-3 cm par année. Ça, c'est long parce qu'ils sont dans un arrêt sismique. Alors, ça signifie qu'au-dessus de Pompéi et au-dessus de cette... Il y a quand même un grand lac volcanique presque. La chambre magmatique est très vaste. Ça fait 20 km de chambre magmatique au-dessus de la zone vésuvienne. Alors, il y a beaucoup de... C'est comme être dans un bateau, là. Instabilité. Oui, 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 oui. Et puis, est-ce qu'en plus, le Vésuve n'est pas la jonction de plaques tectoniques qui pourraient Eh bien, aussi évidemment, pas seulement ça. Mais le Vésuve comme tel, en fait, c'est une petite partie d'un grand, on appelle ça le grand volcan. En fait, c'est un système volcanique qui inclut aussi les Campi Flegrei. Les Campi Flegrei, c'est la zone beaucoup plus vers Portici, en fait, plus vers, on dirait, l'ouest de la baie de Naples. Et vous le pouvez voir de satellite. On voit bien que c'est comme un grand petit cratère tout autour. Ils disent, les géologues, les volcanologues, ils disent que c'est quand même pas une situation de grand danger dans le sens qu'il ne peut pas exploser du moment comme c'était Santorini, Krakatoa. Mais en même temps, c'est au-dessus, il y a 7 grandes chambres magmatiques, donc où il y a la lave. Qui a rejoint le volcan Vésuve et le Campi Flegrei. Donc, en fait, Naples, au-dessus, il y a de la lave. Ouais. Alors, moi, franchement, à chaque fois que je vais à Naples, je me dis, OK, je reste 2 jours. Parce que si quelque chose ça passe dans la zone rouge, comme on appelle la red zone, il y a toutes sortes de plans qui a la protezione civile, non? La protection civile italienne a mis en place pour la migration soudaine de toute la population. Mais imaginez-vous, il y a des millions de personnes qui vivent autour de Naples, parce que ce n'est pas seulement Naples, c'est tout l'interland de Naples. Alors, tous les petites... voilà. En plus, ce n'est pas urbanistiquement facile. Hein? C'est quelque chose passe, dit « Ah, il faut aller !» Foum 5 millions de personnes qui essayent de sortir n'importe où. Là. Ouais. Et aussi, le site est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis à peu près 20 ans. Oui, oui. Ça, c'était une des premières étapes, en fait, dans la stratégie d'exposure, de promotion du site de Pompéi. Et maintenant, grâce à ça et grâce à l'Union européenne, évidemment, ils ont eu beaucoup d'argent pour faire ces grands projets qu'on appelle le Grande Progetto Pompei, que c'était un projet quinquennal qui va terminer cette année, en 2017 en fait, au début 2017. Et ils ont eu presque plus de 100 millions d'euros pour protéger Pompéi, conserver, restaurer Pompéi. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup de projets différents. Hein? Ce n'est pas tout à fait avec seulement une personne, un organisme. C'est différentes institutions qui travaillent avec Pompéi. En plus, il y a beaucoup de compagnies qui sont impliquées. Et en plus, c'est une area de grande sensibilité de la criminalité organisée. Alors, il y a toutes sortes de... Oui, il y a la commission antimafia locale qui supervisionne chaque contrat qui est... donc, ça prend beaucoup de temps pour les choses de bouger. Parce que oui, c'était beaucoup plus transparent. Il essaie de faire les choses beaucoup plus transparentes, mais quand même, il faut qu'il passe toujours par ce petit triage, filtre. Parce que c'est pas facile. Alors,